Bon, ça fait maintenant quasiment un mois que les cours du gaz sont orientés à la hausse en Europe pour atteindre un sommet de 2 ans. Est-ce qu'il faut ou pas s'en inquiéter? Réponse avec vous, Christopher Dembicq, bonjour. Bonjour. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. On est à 56 € le mégawattheure, c'est coté à la bourse d'Amsterdam. Rotterdam, pardon. Voilà, aux Pays-Bas, en hausse de 15% depuis le début de l'année, de 50% le cours du gaz sur un an et 4% hier. On se dit que tout ça n'est pas anodin quand même. C'est pour ça qu'on a envie de comprendre ce qui se passe. Oui, et effectivement, quand vous m'avez suggéré d'en parler, je vous ai dit que c'est très pertinent parce qu'on est un peu dans une atmosphère de crise de l'énergie. Alors certes, ça fait moins la une de l'actualité qu'il y a 2 ans de cela notamment, mais c'est vrai que quand on regarde à la fois l'évolution des stocks de gaz, donc dans chaque État européen ou au niveau de l'Union européenne, on a un problème qui est que dans tous les cas, pour qu'on remplisse de nouveau les stocks, et ça se passe à partir du printemps, on parle les cuves, exactement, qui nous permettent... Qui sont moins remplis au moment où on se parle que les années précédentes. Au niveau, pour vous donner un ordre de grandeur, au même moment l'année dernière, on était à 70% remplis au niveau de l'UE. Aujourd'hui, on est à peu près à 45%, sachant que des États comme la France sont même en dessous de ce niveau. On parle des cuves de gaz, encore une fois, qui stockent du gaz qui après est envoyé dans les tuyaux. Voilà, qui nous permettent de gérer en fonction des conditions climatiques, et notamment le vrai sujet, c'est plutôt l'hiver, parce que il ne fait pas si froid que ça non plus. Hein. Alors, un peu plus froid que l'année dernière, ça c'est le premier point. On a eu aussi un petit problème parce qu'on avait malgré tout encore du gaz russe qui provenait via pipeline en Ukraine. Le gaz russe, c'est quasiment rien le gaz russe. Alors, beaucoup moins, en tout cas directement, parce qu'on sait qu'il transite aussi, il y a une partie du gaz qui transite par l'Inde, mais malgré tout, ça a aussi joué le fait qu'on avait plus pipeline qui est opérationnel du fait de la décision de l'Ukraine. Et donc, c'est une accumulation finalement d'éléments qui sont un peu négatifs, qui ne font pas une crise à l'instant T, parce que finalement, les prix aujourd'hui sur le marché, ce n'est pas les prix qu'on va payer, en tout cas que le consommateur ou les entreprises vont payer. En revanche, ça nous donne un indicateur de comment vont évoluer les prix lorsqu'il faudra justement remplir de nouveau ces cuves, et ça va se passer au printemps et à l'été. Peut-être que d'ici là, les cours du gaz vont baisser aussi, non? Alors, non, parce que c'est un marché qui est extrêmement étroit, et justement le marché intègre que le fait que les cuves sont beaucoup moins remplies à l'instant T qu'au même moment l'année dernière, ce qui veut dire qu'il faudra beaucoup plus de demandes du côté européen au printemps et au cours de l'été. Pour donner une estimation, avec les prix actuels que vous avez évoqués, pour remplir de nouveau les cuves pour être prêt pour l'hiver prochain, donc 2025-2026, il faudra débourser 6 milliards de dollars. Donc c'est extrêmement massif. L'enjeu, c'est à l'échelle européenne. À l'échelle européenne. Ouais. Donc je ne me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas. C'est beaucoup plus que les autres années, et surtout le problème dont on se rend compte, c'est on n'en aurait jamais discuté il y a 4 ans de cela, notamment de cette crise de l'énergie, de ce sujet du gaz. Mais aujourd'hui, on voit que malgré tout ce qui s'est passé, on n'arrive pas à réussir à avoir un approvisionnement en gaz qui se perdure, qui soit cohérent et qui nous évite justement d'avoir des prix du gaz qui sont extrêmement élevés. Parce que ces 6 milliards, les États vont les payer. Mais finalement, c'est quoi? C'est un vrai sujet pour les consommateurs, mais beaucoup plus pour l'industrie. Aujourd'hui, en moyenne, sur les dernières années, le prix du gaz pour une industrie européenne, c'est 5 à 7 fois supérieur au prix du gaz si elle était aux États-Unis. Ouais. Et ça, vous parlez de compétitivité, c'est effectivement un sujet. Ouais. Après, on est à 55 €, 56 € du mégawattheure. On est loin des 300 € du mégawattheure au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Là, c'était l'électrochoc, effectivement. On est descendu au plus bas, je n'ai pas chiffre en tête, on était à 25-30 € le mégawattheure, non? On a dû... 25, c'est cohérent, effectivement, ça, en termes de prix. C'était à peu près des prix où on n'a pas de tension. Mais 55, là, c'est quoi? 55, j'arrive pas à voir. Autant le baril du pétrole, j'ai référentiel 80, 70, autant je ne me rends pas compte sur le gaz. 55, il ne faut pas paniquer. Mais en revanche, ça induit des arbitrages. Par exemple, aujourd'hui, vous parliez du pétrole, vous avez des industries qui se disent c'est certainement plus intéressant, vu le prix actuel, d'opérer un tournant vers le pétrole, notamment le diesel, d'utiliser plutôt du diesel que du gaz. Donc on voit ça en termes d'attitude des grandes entreprises notamment. L'autre élément, c'est qu'effectivement quand vous avez un niveau de baril à 50, un niveau pour le gaz, du contrat sur le gaz autour de 55, automatiquement vous savez que dans les prochains mois, ça vous coûtera dans tous les cas plus cher, aussi bien en tant qu'entreprise qu'en tant qu'État européen pour remplir dans les cuves. Donc c'est ce sujet-là qui survient, et surtout le problème qu'on a sur ce marché du gaz, c'est qu'il y a une très forte volatilité. C'est-à-dire on peut passer assez aisément de 50-55 et monter à 70 si justement le marché a des anticipations que les prix vont continuer d'augmenter. Donc c'est un marché qui est ultra volatile plus que le pétrole, et c'est ça aussi bien sûr un vrai problème pour les entreprises industrielles. Ça fait plusieurs mois ou trimestres qu'on dit que la demande de gaz en Europe était en recul, qu'il y avait des efforts de sobriété qui ont été faits délibérément ou involontairement. Ça dépend dans quel cas on se situe, si c'est subi, soit c'est volontaire. Mais
C'est pas le cas? Alors si on regarde la baisse de la consommation au niveau européen en termes énergétiques global, donc pas uniquement le gaz, c'est uniquement quasiment lié à des efforts en termes de sobriété. Ouais. Ce qui est très bien. Enfin, subi. Voilà. Ou voulu? Oui, subi, parce que c'est finalement la guerre en Ukraine qui a été la conséquence. Alors, mais subi pour ceux qui baissent, encore une fois, qui disent la maison, je ne peux plus la chauffer à 18, je vais la chauffer à 17. Voilà, exactement. Donc vous avez ces phénomènes-là, vous en souvenez, il y a un an de cela, il y avait notamment beaucoup de campagnes du point de vue des autorités publiques pour baisser le chauffage, etc. Ce sont des efforts qui sont importants, mais c'est essentiellement sur cet aspect-là. Et surtout, vous avez eu, dans les derniers mois, on s'est rendu compte, notamment en France, qu'on a eu beaucoup plus d'énergie qui provenait des énergies propres. Alors il y a bien sûr le nucléaire, un autre sujet, mais vous avez le renouvelable et vous avez le solaire. On a manqué de vent d'ailleurs, je lisais, en Europe du Nord, on a manqué de vent, les éoliennes ont moins fourni d'électricité et donc il a fallu consommer du gaz et ouvrir des centrales relancer les centrales à gaz. Ce qui montre qu'effectivement le choix du renouvelable est certes nécessaire, j'imagine, mais qu'à un certain stade aussi, vous vous retrouvez dans une situation où vous allez même aller sur du gaz, voire du diesel, parce que finalement, vous n'aurez pas le choix. Donc toute la question aussi, c'est le mix énergétique européen aujourd'hui. Et des choix qui ont été faits avant la guerre en Ukraine, notamment beaucoup Allemagne ou encore Belgique, de sortir du nucléaire, ce sont des choix aujourd'hui qu'on paye encore aujourd'hui très nettement et qui expliquent en partie, pas uniquement, mais le fait que le prix du gaz augmente. Bon, on ne dépend quasiment plus du gaz russe en Europe, c'est moins de 5% de nos exportations de gaz. Il est bon ce chiffre? Des importations? Ouais, de gaz, ça vient de la Russie. Officiellement, oui. Non, c'est ça, bon, ma question est là. On a une incapacité. On sait qu'on a, depuis la guerre en Ukraine, on achète beaucoup de gaz qui passe par l'Inde. Et c'est du gaz que l'Inde achète à bas coût à la Russie. Ah. On a une incapacité complète à savoir sur les achats qu'on a auprès de l'Inde, finalement, combien réellement proviennent de Russie ou pas. On n'a pas la traçabilité, donc on va dire que le chiffre officiel est à peu près véridique. Peut-être ce qui est assez intéressant, en revanche, c'est que là, le chiffre est juste, c'est que la part des États-Unis a très très fortement augmenté. On est passé, finalement, depuis la guerre en Ukraine, autour de 25% de nos importations provenaient des États-Unis, de gaz naturel liquéfié, autour de 50%. Et probablement que Trump voudra augmenter ce chiffre-là. Et justement, s'il veut augmenter ce chiffre-là sur fond de guerre commerciale, de négociations avec vous m'achetez plus de gaz, quel impact ça peut avoir sur le cours du gaz en Europe? Alors, ce sera plutôt positif. Enfin, quel intérêt de parler du cours du gaz en Europe, vu que la moitié qu'on achète, c'est du gaz américain qui coûte qui coûte plus cher déjà, un tout petit peu plus cher parce que les États-Unis nous le vendent pas au prix qu'ils le vendent sur leur marché local. Oui, parce qu'on vient de dire que c'était plus compétitif. Exactement. Gaz, américain. Mais les États-Unis nous vendent le prix plus cher que ce qu'ils vendent sur leur marché local. Et oui, complètement. Trump aussi, a priori, puisqu'il y aura un sujet hydrocarbures, souhaiterait justement que les Européens payent ce premium, ce surcoût par rapport au gaz. Après, pour nous, ça reste toujours plus intéressant quand vous avez un différentiel avec un contrat qui est à 50, 55, bien sûr, même si c'est plus cher que le marché, ce qui est vendu aux États-Unis, c'est toujours plus intéressant d'acheter auprès des Américains. On a un petit sujet quand même, si on souhaite augmenter ces 50% d'importations en provenance des États-Unis. La moitié des importations de gaz aujourd'hui viennent des États-Unis. Oui. Et la progression est phénoménale, c'est du 2-3 ans, 25 à 50% en 2-3 ans. Là où la Russie est passée de 40 à 5. Tout à fait, exactement. Donc il y a vraiment cet effet-là. Il faudra par contre que les Américains investissent dans les infrastructures portuaires. Ils ne sont pas en mesure, sur la côte Est notamment, d'avoir une hausse des exportations d'hydrocarbures du jour au lendemain, mais c'est un sujet de 2 ans, c'est de l'investissement. Et un autre... C'est des bateaux, c'est les... C'est des gros conteneurs, effectivement, des méthaniers, pardon, qui permettent effectivement... Et là, vous avez 2 soucis. Vous devez le stocker de manière sécurisée au niveau des ports et vous devez aussi avoir des ports qui sont en mesure d'accueillir des méthaniers dont la grandeur est aujourd'hui incroyable. Il y a un petit sujet donc à cet égard, mais on a peut-être une bonne nouvelle sur le gaz européen. Vous aviez bloqué depuis 2008 un gazoduc qui devait relier le Qatar à l'Europe, qui passait par la Syrie. Ça avait été bloqué par Bachar el-Assad. On sait que le nouveau régime syrien est plutôt enclin à finaliser ce gazoduc. C'est toujours compliqué de savoir le temps que ça prendra, 2-3 ans dans le meilleur des cas, mais en tout cas, ça pourrait nous permettre d'avoir un nouvel approvisionnement et nous rendre moins dépendants. Donc on se dit quoi, Christopher, 55 € le mégawattheure sur le gaz en Europe, code d'alerte ou pas? Qu'est-ce qui peut faire baisser les cours? À l'instant T, rien ne les fera baisser, très probablement, sauf si on avait du jour au lendemain vraiment des conditions climatiques qui sont anticipées par personne, qui s'améliorent, mais les cours vont rester assez élevés, au moins jusqu'au mois de mars où ça commence à s'atténuer, donc vous voyez, c'est une question de semaines. En revanche, c'est un signal d'alerte qui fait que l'Europe devra bien prendre conscience qu'ils vont devoir aussi probablement mieux diversifier leurs approvisionnements
justement, et avoir des stocks avant l'hiver qui soient encore plus élevés que ce qui avait déjà été anticipé. L'objectif, c'était d'avoir des stocks en novembre à 90% en moyenne au niveau de l'Union européenne. Il y a eu des mauvais élèves, ce qui explique aussi la décollecte importante. Donc à un certain stade, ils voudront avoir des cuves qui sont remplies à 100% pour être sûr qu'on résiste à peu près à tout. Allez, merci pour ces explications. Merci. Christopher Dembick, conseiller en stratégie d'investissement chez PICTM. Merci à vous. Merci encore.